Et on revient tout de suite à notre débat et cette question qui est toujours posée ce soir, activera pas l'article 50. David Cameron s'est exprimé tout à l'heure devant la Chambre des communes. L'activation donc du processus n'est visiblement pas pour tout de suite. On l'écoute. Le gouvernement britannique ne déclenchera pas l'article 50 à ce stade. Avant cela, nous devons déterminer quel type de relation nous voulons avoir avec l'Union européenne. Et c'est une décision qui revient de droit au prochain Premier ministre et à son gouvernement. J'ai aussi déclaré au président du Conseil européen et de la Commission européenne, et je le répéterai demain au Conseil européen, c'est notre décision souveraine et c'est à la Grande-Bretagne et à elle seule de la prendre. Agnès Poirier, c'est quand même assez surréaliste ce qui est en train de se passer outre-Atlantique, outre-Manche ce soir. Ces mots de David Cameron qui semble dire non, on va prendre notre temps, c'est pas pour maintenant. Ah, puis surtout pour lui, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire que voilà, il a démissionné, il est là juste cet été pour les affaires courantes. Et puis maintenant, c'est au prochain qui a mis la Grande-Bretagne dans ce. D'ailleurs, je ne sais pas si on devrait parler de Grande-Bretagne, parce qu'on a l'impression ces derniers jours que c'est fini la Grande-Bretagne. Les Écossais vont partir. Je veux dire, si on va jusqu'au bout de l'exercice, les Nord-Irlandais, finalement, ils ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Peut-être que nous avons vu finalement de notre vivant la réunification de l'Allemagne, peut-être que nous verrons la réunification de l'Irlande. Et puis aujourd'hui, dans le Financial Times, nous avons Sadiq Khan, le maire de Londres, et Anne Hidalgo qui font comme ça une déclaration commune, peut-être que Londres deviendra une cité-État. Tout est possible, c'est-à-dire qu'on a l'impression en Grande-Bretagne que, il ne savait pas ce qu'il faisait. Après, dans les deux camps, finalement, que le camp de la sortie, vous les auriez vus vendredi, ils étaient en noir, ils avaient une tête d'enterrement, ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, les constitutionnalistes se disent, mais peut-être que le Parlement, finalement, ce référendum, c'était juste consultatif. Peut-être que nous, les députés, pouvons faire un vote solennel contre. Et puis, il y a cette pétition en ligne pour dire, non, il faut qu'on vote à nouveau. Enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez... Ça n'a pas vraiment de sens, effectivement. François Lafont, quand on entend David Cameron ce soir, quand on voit ce qui est en train de se passer au sein des conservateurs, au sein des travaillistes également, la situation, elle semble complètement bloquée. On voit mal comment le Royaume-Uni va se désengager de l'Union européenne. En tout cas, on a le sentiment que ce n'est pas pour maintenant. Écoutez, il y a le formalisme juridique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on attende la décision du Premier ministre britannique devant ses collègues au Conseil européen pour engager l'article 50. C'est une chose. Il a dit qu'il ne le ferait pas demain. Oui, c'est une chose. Mais il y a aussi, nous sommes capables, et les services juridiques de la Commission, du Conseil à Bruxelles, à commencer le travail. C'est-à-dire que c'est assez simple juridiquement à voir comment on va dissocier un État des 27 autres. Donc ça, c'est un processus. On n'a pas besoin d'attendre le Premier ministre Cameron qui nous dise « j'active l'article 50 ». Nous, on prend une décision qui a été prise par un peuple souverain. On peut commencer déjà à travailler. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, et je reviens là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on va faire à 27 ? Et moi, je serais d'accord pour qu'on lance tout de suite une nouvelle convention, c'est-à-dire qui est 6 mois, 8 mois, 10 mois de travail pour essayer de faire un screening de ce qui fonctionne au niveau de l'Union européenne, de ce qui ne fonctionne pas, pour essayer de réengager la machine, comme le disait Guillaume Balas il y a quelques instants, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on peut faire encore à 27. Parce qu'encore une fois, c'est facile de blâmer les Britanniques, mais on n'est pas tous d'accord. J'ai entendu un des leaders polonais dire « mais peut-être que les Britanniques devraient refaire un référendum ». J'ai entendu les pays du Visegrad qui sont malheureux du fait que la Grande-Bretagne, qui représentait un certain mode de pensée, ne soit plus membre de la famille. Donc il va falloir aussi qu'on se mette au clair entre nous sur qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait mieux. Parce que, encore une fois, c'est facile de blâmer les Britanniques, mais on a un Front National à 30% en France, on a Cinque Stelle en Italie, et ainsi de suite dans les autres pays. Donc il faut qu'on ait une prise de conscience collective sur qu'est-ce qu'on fait de cette Union européenne. Guillaume Balas, justement, la posture de l'Europe, on entendait à l'instant l'argumentaire de François Lafont, la posture de l'Europe demain, elle est essentielle.
Oui, mais je crois que M. Lafont a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on peut se blâmer et se désoler de l'impréparation des Britanniques, mais j'allais dire que pour nous, il ne faut pas se faire fossiliser par cette situation absurde que vit la Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est une décision souveraine, il y a eu un vote, nous en tirons les conséquences et nous réfléchissons immédiatement à quel peut être le devenir pour l'Europe. Or, nous avons de gros problèmes parce que nous avons des divergences entre nous aujourd'hui et il faut les réduire. Alors, on peut les réduire à 27, on peut aussi considérer que sur certains sujets, eh bien, nous pouvons avancer à moins. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a intérêt à discuter beaucoup avec les pays latins, notamment l'Italie, pour proposer des choses eh bien, qui fassent que l'Allemagne entende un petit peu mieux. Je reviens sur la question budgétaire. J'ai vu qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants, c'est-à-dire qu'on pouvait considérer que l'harmonisation budgétaire eh bien, ne se faisait pas que dans un sens, c'est-à-dire aux pays déficitaires de réduire leur déficit, mais aussi aux pays en excédent de réduire les leurs. Il y a peut-être des voies, mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas se faire aujourd'hui attraper par l'impréparation britannique qui nous ferait traîner ainsi pendant combien des semaines, des mois, et alors là, pour le coup, on serait sûr d'une chose, c'est que l'Europe exploserait. Ça, j'en suis absolument convaincu. Marion Gaillard, vous qui êtes spécialiste des relations franco-allemandes, la position affichée par Paris et Berlin, elle était très attendue ce soir. On sait les divergences entre les deux États, entre les deux dirigeants. Vous pensez vraiment que ces deux puissances vont pouvoir relancer la machine pour permettre de repenser l'Europe demain ? Je l'espère. J'avoue avoir quelques doutes au regard d'un autre temps, tout ça ? Non, alors je ne partage pas complètement l'avis de Guillaume Balas, dans le sens où je comprends et je sais que parfois une certaine arrogance du couple franco-allemand peut être très mal perçue. En même temps, on s'est souvent rendu compte au fil des décennies que c'était difficile de faire avancer l'Europe sans un moteur franco-allemand, et on le voit parce qu'il n'y a pas de moteur franco-allemand depuis... j'allais dire presque 20 ans en réalité, et du coup l'Europe a du mal à avancer. Ça ne veut pas dire de tout faire tous les deux seulement, sans consulter les autres, l'initiative, au moins. mais prendre une initiative, mettre des conseillers pour travailler ensemble et être une force de proposition. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, parce que ce serait quand même un joli pied de nez aux Brexiteurs que la Commission européenne travaille pour respecter la décision souveraine du peuple britannique, et que n'aille pas jusqu'au bout. Les partisans du Brexit, eux, ne la respectent pas. Et ça, je dois dire, je ne sais pas si c'est de l'humour anglais, mais en tout cas, ce serait assez drôle. Mais c'est un scénario vraiment que vous envisagez, cette possibilité que la volonté du peuple britannique ne soit pas traduite dans les faits par les dirigeants ? Ça me semble compliqué. Hein. Alors après, vu le sketch que c'est, on ne sait pas. Mais ça me semble quand même un peu compliqué parce que ça va être difficile pour eux, pour ceux qui ont prôné le Brexit, d'aller ensuite face aux électeurs dans une élection législative. Donc ça va être très complexe. Donc je pense qu'au final, ils finiront par l'enclencher. Là où je rejoins mes deux collègues, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se laisser tétaniser par l'impréparation. Et je ne sais pas quel jeu ils jouent, les Britanniques, mais en tout cas, nous, il faut qu'on avance de notre côté, ça c'est indéniable. Agnès Poirier, ils jouent à quoi, les Britanniques ? Écoutez, pour le moment, ils sont dans la stupéfaction, aussi un peu dans la panique et l'hystérie. Donc, les dirigeants britanniques, eux, ils auraient pu préparer aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, je veux dire, cet après-midi à la Chambre des communes, Boris Johnson n'était pas là. Bon. Peut-être, c'est ce qu'on dit, le prochain Premier ministre britannique. Donc, si vous voulez, on va laisser les Britanniques de côté parce qu'en ce moment, c'est voilà, une espèce de folie. Mais c'est une évidence, si vous voulez, qu'effectivement, il ne faut pas que ça traîne non plus, à la fois pour eux, mais pour nous et pour l'Europe. Ceci dit, pour le moment, ils n'aiment pas du tout entendre, et surtout les Français, dire « Allez-y, appuyez sur le bouton de l'article 50, il ne faut pas traîner ». Et ça, ils ne l'entendent pas. Ils ont même... ils s'accrochent aux mots de Angela Merkel quand elle dit bon, écoutez, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps. C'est pas une question de jours. Bon, c'est peut-être une question de semaine. Pour eux, ils sont vraiment très énervés dès qu'on leur dit écoutez, il va falloir y aller parce qu'ils sont pas du tout, si vous voulez, mentalement, émotionnellement, ils sont pas du tout dans la même phase que nous. Hein. Qu'est-ce qu'elle entend par là quand elle dit Angela Merkel? Il faut leur laisser le temps de se préparer, les Britanniques, comme s'ils n'avaient pas pu... Elle perd un allié, évidemment, Angela Merkel, aujourd'hui. Oui, alors c'est un peu compliqué pour elle, parce que dans le jeu des triangulations, en perdant la Grande-Bretagne, elle se retrouve face à face avec la France et donc François Hollande.
Et pour rebondir sur le couple franco-allemand, je crois que c'est vrai qu'il y a des divergences de perception. La France n'est peut-être pas le partenaire idéal que la chancelière souhaiterait, notamment en matière économique, notamment dans le domaine des migrations. Et la chancelière n'est pas le partenaire idéal pour les Français, on l'a bien entendu avec Guillaume Balas, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'ils réinjectent un petit peu plus d'argent dans le système économique parce qu'ils ont des excédents et que, bon, une petite incidente, avec le fait d'intégrer 1 million de migrants, ils seront obligés en quelque sorte de réinjecter dans la machine économique européenne et donc ça profitera aussi à la France. Donc indirectement, elle va faire ce qu'on lui a demandé déjà depuis quelque temps. Mais je crois que sur le couple franco-allemand, il y a des différences de perception et on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que chacun devra faire un pas vers l'autre et essayer d'avoir une nouvelle vision européenne qui permette de relancer la machine. Parce que sans l'accord franco-allemand, on va nulle part, mais l'accord franco-allemand n'est pas suffisant. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant et il faudra qu'on intègre ensuite tous les autres. Elle a peur de quoi, Angela Merkel, aujourd'hui, justement, de cette nouvelle vision de l'Europe de demain, une Europe avec moins d'austérité Je ne sais pas si elle a vraiment peur d'une Europe avec moins d'austérité. C'est vrai que dans les jeux de triangulation, elle perd un allié, quoique c'est discutable aussi parce que les Britanniques étaient quand même souvent en marge. Elle a d'autres alliés, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même la Finlande, l'Autriche, qui plaident souvent aussi pour l'austérité. Donc on est dans un jeu assez classique des pays du Sud contre des pays jugés plus sérieux, entre guillemets. Il me semble qu'effectivement, là, il faut urgemment simplement réfléchir ensemble, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord, le couple franco-allemand, il est nécessaire, il est fondamental. Il n'est pas suffisant et donc inviter Matteo Renzi, c'était une bonne idée. Discuter avec l'Espagne quand elle aura enfin un gouvernement, parce que c'est un problème aussi, c'est-à-dire que l'Espagne est un pays très important qui là pour l'instant est dans une phase de latence, donc ça tombe pas très bien. Une grosse impasse, oui. Oui, donc ça va être un peu difficile. Guillaume Balas, les ministres français et allemands des Affaires étrangères, ils ont appelé dans un document commun à renforcer l'union politique en Europe. Ça fait un bail qu'on en parle sur ce plateau et ailleurs d'ailleurs. Finalement, ce Brexit, est-ce qu'il n'est pas une chance pour l'Europe, une chance pour qu'elle se refonde totalement, qu'elle se réinvente ? Là, on est devant deux directions complètement opposées. Soit ce Brexit est annonciateur d'une explosion de l'Europe parce qu'elle est en incapacité de répondre notamment à la question fondamentale que lui posent les peuples, c'est-à-dire est-ce que l'Union européenne sert vraiment à quelque chose ? Soit on arrive à faire en sorte que cette Union européenne serve, et alors là, en effet, finalement, d'un malheur sera né un bien. Je crois que ce document des deux ministres français et allemands est intéressant, insuffisant évidemment, notamment sur la question sociale. Je le disais, de l'harmonisation sociale, parce que je pense qu'il y a un véritable défi, allusif sur la question fiscale, peut-être trop, mais il y a un élément qui est important, c'est la question de la sécurité collective. Parce que moi, je crois que ceux qui font pression beaucoup sur Angela Merkel aujourd'hui, avec inquiétude sur le départ des Britanniques, c'est les pays de l'Est, et notamment pour des raisons qui sont là, des raisons géopolitiques profondes. Et donc, leur répondre sur la question de la sécurité collective peut être, là encore, un élément de convergence important. Mais ça ne suffira pas, il faut que la France aussi puisse se faire entendre sur ces impératifs, notamment économiques et sociaux. François Lafont, à quel type de conseil européen vous vous attendez ? Alors, il ne s'agit pas de lire dans la boule de cristal, mais en tout cas dans ce qui serait idéal pour l'Europe de demain et pour enclencher la marche à suivre. Si j'ai bien compris, David Cameron participera au dîner demain soir, mais ne participera pas aux travaux la journée d'après. Journée essentielle, finalement. Il y a de toute façon, alors bien entendu, ils vont parler de la situation britannique, mais il y a aussi un document que la vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, avait produit, qui est une sorte de global stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble en matière de politique étrangère. Ça fait 1 an qu'elle préparait ce document, qui aurait dû être délivré demain et après-demain. Je pense qu'ils vont en parler un petit peu. La difficulté de la politique de la sécurité collective, c'est qu'encore une fois, on n'est pas forcément d'accord entre nous sur ce qu'on doit faire. Je prends deux exemples. La Russie. Est-ce que la France, l'Allemagne et la Pologne sont d'accord sur ce qu'on doit faire avec la Russie ? Je ne crois absolument pas. Le Sud. La France, l'Italie, la Grèce sont principalement concernés par toutes les questions migratoires, mais les pays nordiques considèrent que ce n'est pas si urgent que ça. Et donc, quand on dit politique sécuritaire, moi je veux bien, mais il ne faut pas qu'on crée des attentes qu'on ne sera pas ensuite capable de
de répondre. En revanche, on sait pertinemment qu'il y a 2 domaines où on peut travailler. C'est le renforcement de la zone euro. On sait ce qu'il faut faire. La France et l'Allemagne avaient sorti un document il y a 1 an, Sigmar Gabriel avec Emmanuel Macron. On attend toujours des décisions, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément plein accord entre les deux. Et les questions migratoires, renforcement de Schengen, on sait parfaitement ce qu'il faut faire, à savoir multiplier, renforcer le rôle de Frontex, faire en sorte qu'il y ait une politique migratoire et d'asile commune, discuter éventuellement de mettre en place des quotas pour les migrations économiques. Donc, tout ce genre de questions, il faut qu'on les aborde ensemble. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit systématiquement d'accord. Une nouvelle Europe sécuritaire, une nouvelle Europe sociale, financière également. Vous croyez que les Européens sont prêts réellement à se transformer demain, à poser les bases d'une nouvelle Union européenne? Je parlais d'Europe, Union européenne. Je suis complètement d'accord, encore une fois, avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées. Et on sait à peu près où il faut aller. Et on le sait depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas d'unanimité pour le faire et qu'on ne peut pas changer les traités sans unanimité. Donc c'est très compliqué. Sur un certain nombre de questions, comme les questions sociales qu'évoquait Guillaume Balas tout à l'heure, il faut pour la plupart du temps l'unanimité aussi. Donc on a beaucoup d'idées, il y a plein de pistes. La question, c'est comment on y arrive à 27 avec toutes ces divergences. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. J'aurais aimé qu'on anticipe pour essayer de faire converger les choses depuis février dans l'hypothèse d'un Brexit, même si sans doute quelques mois n'auraient pas suffi non plus. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut un sursaut. Le problème, c'est comment se mettre d'accord tous ensemble. Agnès Poirier, finalement, les Britanniques, ils ne vont pas être tentés de rester demain si l'Europe, elle se transforme? Écoutez, ça... Ils ne sont pas encore partis. Possible de le dire, mais... c'est peut-être une chance, le Brexit, finalement. Pour qui? Pour les Européens? Bien sûr. Peut-être aussi pour la Grande-Bretagne, il faut leur souhaiter. Mais je vous entends parler et c'est eux qui avaient voulu absolument l'élargissement de l'Europe il y a 12 ans, ce qui était sans doute une erreur parce que plus on est autour de la table, moins on trouve de convergence. Et puis, c'est aussi des économies très différentes, des pays très différents, des cultures très différentes. Là, au moins, la Grande-Bretagne ne fera pas ce qu'elle fait depuis 43 ans, c'était être l'enquiquineur de service. Et donc, bon, c'est peut-être une chance, en tout cas, il faut la saisir. Le mot de la fin, Guillaume Balas, à Bruxelles, où se prépare ce Conseil européen, vous pensez que l'Europe, elle saura cette fois saisir cette chance de se réinventer réellement, profondément? Vous savez, moi, je ne crois rien. Maintenant, j'ai bien arrêté sur la question de croire. On verra bien ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est d'agir. Les parlementaires européens vont voter, en tout cas les 4 groupes principaux vont voter une déclaration commune que je crois importante en ce sens. C'est-à-dire, bon, évidemment, on peut juger qu'elle est très insuffisante, elle l'est sans doute, mais enfin, ça permet quand même de donner un élément de réponse de la part des représentants des citoyens que sont les parlementaires européens. Après, nous savons que le Parlement européen compte peu finalement dans la décision finale sur ces sujets et nous espérons que ce Conseil européen composé de chefs d'État et de gouvernement qui nous paralyse depuis tant d'années vont être en capacité maintenant de prendre des décisions courageuses. Eh bien, qu'ils vous entendent. Merci beaucoup, Guillaume Balas. On vivra évidemment en direct demain sur notre antenne pendant toute la journée et après-demain également ce Conseil européen inédit. C'est la fin de ce débat. Vous restez avec moi. On passe tout de suite à un œil sur les médias. Un œil sur les médias, Karim Ayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. On parle évidemment de Brexit, qui fait le buzz sur la toile. Selon certains médias, pour François Hollande, le Brexit pourrait être une aubaine, carrément, c'est ce qu'on disait. Alors, c'est ce que certains soulignent aujourd'hui. Que peut faire François Hollande par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne? S'interroge le site de 20 minutes. C'est simple, il y a 3 options. Tout remettre à plat et tout changer, c'est sans doute l'hypothèse la moins probable. Exiger des négociations rapides et très strictes avec le Royaume-Uni. Alors, on entend François Hollande dire qu'il faut que ça se passe rapidement. Mais une fois passé, est-ce qu'il va y avoir vraiment une remise à plat de
d'énormément de choses en ce qui concerne l'Union européenne, porter un nouveau projet finalement. Du côté de 20 minutes, on évoque la possibilité de rester un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire tenter de convaincre le peuple français que sa souveraineté et son modèle social ne seront pas sacrifiés sur l'autel du libéralisme, mener quelques actions simples et symboliques, ou alors ne rien faire, attendre en pensant que évidemment cette question du Brexit finira par être évacuée, avec peut-être l'espoir que la France remportera l'euro et qu'on pensera à autre chose. En tout cas, un certain nombre d'internautes soulignent que François Hollande se met en avant. Il compte bien, d'après Florence Desruelles, profiter du Brexit en 2017 comme il a profité de la chute de DSK en 2012. C'est vrai que le parallèle peut sembler un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est une question de posture, une posture où François Hollande joue un rôle de leader, ironise l'économiste Pierre Larouturou. On peut aller vite, après 4 ans perdus, heureux de l'apprendre, écrit l'économiste. Alors certains imaginent encore, on en parlait d'ailleurs à l'instant, c'est un scénario envisagé que le Brexit fasse encore pchit. Exactement, c'est ce qu'explique le site du Huffington Post en soulignant que les fers de lance du Brexit ont bien du mal à se mettre d'accord puisque finalement ils n'ont pas réfléchi à ce qui allait se passer ensuite, que ce soit Boris Johnson ou Nigel Farage. Du côté de David Cameron, souligne le Huffington Post, eh bien, on laisse la patate chaude au successeur. Et puis Angela Merkel n'est pas forcément prête à voir les choses se passer très rapidement. Et puis des référendums sur lesquels on s'est assis, il y en a déjà eu par le passé. Alors on imagine ici du côté du Huffington Post que ça reste encore une possibilité. Sur le site Arrêt sur Image, on est un petit peu plus... Vous n'y croyez pas, hein, ici. Vous n'êtes pas assis sur les résultats des référendums. Complètement. Complètement. Sur une demi-fesse alors. Une demi-fesse. En tout cas, il y a un site qui s'appelle Arrêt sur Image qui s'arrête un instant sur ce référendum et qui ironise sur tous ces médias qui sont partis à la recherche de ceux qui ont voté le Brexit et qui ont regretté par la suite. Des témoignages comme cela ont été largement relayés. Une façon finalement d'expliquer que ce référendum ne représente pas forcément le choix des Britanniques, même s'il était à près de 52%. Et ça, Arrêt sur Image, ça les agace un petit peu. Le site de Rolling Stone souligne que cette réaction au Brexit, c'est justement les raisons pour lesquelles il y a eu un Brexit. Et puis le site Slate s'arrête un instant sur cette pétition dont on parle tant. Le créateur de la pétition Brexit est un électeur pro-Brexit. Et il faut souligner que cette pétition, qui rassemble énormément de signatures, a été lancée un mois avant le vote, parce qu'en fait, cet homme qui a voté, c'est un paradoxe, pour le Brexit, avait peur que le Brexit l'emporte, et il avait lancé cette pétition un mois avant. C'est ce que nous raconte le site Slate. Sur la tête. Voilà, en tout cas, cette pétition, je le vois à l'instant, qui a dépassé les 3 millions de signataires. La parole raciste, hein, c'est l'une des conséquences de ce Brexit également, qui semble s'être libérée un peu plus ces derniers jours. Énormément d'articles le constatent. Le site Slate, dans sa version anglaise, s'arrête un instant sur ces incidents, ces moments racistes qui se sont multipliés. The Independent également, et n'hésite pas à faire le lien avec ce référendum. Le site de francetv.info, lui également, a compilé un certain nombre de réactions. Des réactions, des paroles racistes qui se libèrent, mais aussi des agressions qui se multiplient. Il y a même une page Facebook qui a été créée, qui s'appelle Signes inquiétants, et qui compile toutes les réactions, les déclarations, les témoignages, notamment relayés sur les réseaux sociaux, et qui racontent la libération de cette parole raciste. Il y a même un député qui considère que cette question doit être portée devant le Parlement pour voir s'il y a bien un lien de cause à effet entre ce référendum et ces débordements racistes. Il y a beaucoup de tweetos qui ont tweeté. Adam Bolton explique que ce week-end, avec sa famille, ils ont assisté à 3 événements racistes qui ciblaient directement des citoyens de l'Union européenne. Il y a aussi des citoyens musulmans qui ont été pris à partie. Il y a un certain nombre de témoignages qui le racontent sur les réseaux sociaux, comme cette femme qui explique qu'elle et sa fille, du côté de Birmingham, ont vu une jeune fille voilée, encerclée, avec des jeunes gens qui lui expliquaient que maintenant qu'on avait voté pour le Brexit, il fallait qu'elle s'en aille.
Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Merci à tous les trois d'avoir été parmi nous ce soir pour commenter et débriefer à la veille donc, de ce Conseil européen inédit prévu pour durer 2 jours qu'on ne manquera pas évidemment de vous faire vivre sur notre antenne. Vous restez avec nous, l'info elle continue, elle revient dans un instant sur France 24.